J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6 du règlement. La parole est à M. Vincent Descoeur. De grâce. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, ouverts il y a un peu plus d'un an, en juillet 2017, les États généraux de l'alimentation avaient suscité de grands espoirs auprès de nos concitoyens, mais aussi auprès de nos agriculteurs qui s'étaient vus promettre un rééquilibrage des relations commerciales et la perspective d'une amélioration de leurs revenus. Aujourd'hui, au lendemain de la commission mixte paritaire du 10 juillet, le risque est grand que ces espoirs soient déçus et que le texte que vous nous soumettez en deuxième lecture ne permette pas d'atteindre l'objectif d'une meilleure répartition de la valeur entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Ce projet de loi, qui crée en outre de nouvelles contraintes pour les agriculteurs, ne simplifie en rien les normes ni n'allège les charges qu'ils subissent. Il n'est clairement plus à la hauteur des ambitions affichées par le Président de la République à l'occasion de son discours de Rungis, ni à la hauteur des attentes de nos agriculteurs. Ceci alors même que notre agriculture attend des réponses pour l'accompagner dans les mutations auxquelles elle est confrontée, pour relever les défis qui l'attendent dans un monde où la population s'accroît et où les besoins alimentaires vont continuer à augmenter. Rappelons que dans notre pays, le nombre d'agriculteurs continue de diminuer, que le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par 2 depuis les années 80, que la part en valeur de notre agriculture en Europe diminue. Si le phénomène de regroupement et d'agrandissement des exploitations s'amplifie, la situation des agriculteurs ne s'améliore pas pour autant et le nombre de défaillances d'exploitations agricoles ne cesse malheureusement d'augmenter. La rentabilité de nos exploitations est pénalisée par l'empilement des contraintes et des normes, l'augmentation des charges à l'image de la récente hausse des carburants. Et pourtant, Monsieur le Ministre, votre projet de loi ne dit rien sur ces questions essentielles. Il ne prévoit rien sur l'allègement des charges, la simplification administrative, la réduction des normes ou encore l'amélioration de la compétitivité des exploitations. Rien non plus pour favoriser l'installation ou la transmission des exploitations agricoles, qui sont pourtant des enjeux capitaux si on veut garantir la pérennité de notre modèle agricole et l'aménagement de notre territoire. Pourtant, en première lecture, Monsieur le Ministre, les députés puis les sénateurs avaient contribué à améliorer le texte présenté par le gouvernement. Nous regrettons amèrement que la commission mixte paritaire soit revenue de manière totalement inédite sur les dispositions pourtant votées de manière conforme tant par l'Assemblée que le Sénat, en particulier sur la construction des prix, et c'est bien là que le bât blesse. Au-delà du fait que cet échec de la CMP atteste du peu de considération accordée au travail parlementaire, cet échec peut être lourd de conséquences puisqu'on ne voit pas très bien aujourd'hui comment la loi pourrait entrer en vigueur début octobre, avant le début des prochaines négociations commerciales, comme l'avait promis le Président, et surtout parce qu'on voit encore moins dans l'état actuel des choses en quoi ce texte permettrait de rééquilibrer le rapport de force entre producteurs et acheteurs. Nous regrettons que la Commission des affaires économiques de notre Assemblée, réunie les 17 et 18 juillet derniers, ait décidé, à votre demande, de détricoter les mécanismes de fixation des prix qui doivent s'appuyer sur des indicateurs publics et incontestables, comme les députés de notre groupe et d'autres l'avaient proposé en première lecture. Monsieur le rapporteur, je suis au regret de vous dire que la rédaction de l'alinéa 15 de l'article 1er, tel que vous nous l'a proposé, reste ambiguë et fait courir le risque que les acteurs les plus puissants au sein des filières continuent à imposer leurs lois. Le texte doit clairement préciser qu'il appartient aux organisations professionnelles d'élaborer et de diffuser les indicateurs,
et il doit prévoir que, faute d'accord, il appartiendra à l'Observatoire des marges et des prix de s'y substituer. Sans cette possibilité, en cas d'échec des négociations, tout se passera comme s'il n'y avait jamais eu de loi. Qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas de demander à l'État de concevoir les indicateurs et encore moins de fixer les prix, mais de s'assurer qu'il puisse garantir que les négociations commerciales se construisent sur des références indiscutables des coûts de production agricole, en renforçant, lorsque c'est nécessaire, la pression sur les acteurs de la filière grâce à une intervention publique. Dans le même esprit, il est nécessaire de prévoir que ces indicateurs soient publiés et rendus publics si on veut qu'ils soient efficaces. Plusieurs autres modifications introduites à l'article 1er nous paraissent de nature à remettre en cause l'efficacité du dispositif. Ainsi, nous souhaitons que soit rétablie la rédaction adoptée en première lecture visant à interdire à un acheteur de négocier en direct avec un producteur dès lors qu'il aurait refusé la proposition d'accord cadre d'une organisation de producteurs. Il faut également renforcer le rôle du médiateur des relations commerciales agricoles en lui permettant de saisir le juge en référé en cas d'échec de la médiation sur les relations contractuelles. Autant de propositions que nous avons faites en première lecture. Concernant la deuxième partie du projet de loi, vous êtes manifestement animé d'une volonté de répondre à des attentes sociétales en matière de qualité de l'alimentation, d'évolution des pratiques agricoles ou encore de bien-être animal. Si on a pu partager au cours du débat en première lecture un certain nombre de ces préoccupations, on peut toutefois regretter que plusieurs interventions, mais aussi certaines des mesures proposées, aient eu pour effet de jeter le discrédit sur notre agriculture, notre élevage, ses modes de production ou ses outils de transformation, et parfois, à travers eux, sur les hommes et les femmes qui mériteraient que leurs efforts et leur sens des responsabilités soient davantage reconnus. Certaines interventions ont pu traduire une méconnaissance des réalités et des difficultés que vivent nos agriculteurs. Je ne me permettrai pas de vous faire ce procès, monsieur le rapporteur, ni même à vous, monsieur le ministre, mais surtout elles ont révélé un manque de confiance vis-à-vis de nos agriculteurs et de nos filières pourtant engagées aujourd'hui dans des démarches de progrès et qui ont parfaitement conscience qu'elles n'ont pas d'autre choix, ou plutôt qu'il est dans leur intérêt de s'adapter aux attentes des consommateurs et de la société. Ce texte, je le regrette, crée de nouvelles contraintes pour nos agriculteurs, mais à force d'imposer sans discernement de nouvelles contraintes à l'agriculture française, on prend le risque de la rendre moins compétitive que celle d'autres pays européens, ou mieux encore de pays tiers, et par voie de conséquence de favoriser l'importation de produits certes plus compétitifs, mais moins qualitatifs, parce que justement pas soumis aux mêmes normes de production. En ce sens, il nous paraît essentiel de maintenir l'article 1 des sièges du projet de loi, qui interdit la vente en France de produits ne respectant pas les mêmes normes que celles imposées à nos agriculteurs, en visant explicitement les importations. Je pense bien évidemment à cet instant aux accords internationaux, les accords du Mercosur, qui nous conduiraient à accepter l'importation de viande bovine à bas prix, mais issus d'élevages pouvant utiliser des aliments, des hormones ou des activateurs de croissance interdits en France. Des pays qui, de surcroît, sont dans l'incapacité de démontrer la fiabilité de leur système de traçabilité et la certification sanitaire de leurs produits. De la même manière, si elle part d'un bon sentiment, d'une bonne intention, et vise à atteindre un objectif qu'on ne peut que partager, l'obligation faite à la restauration collective de se fournir en produits bio, locaux ou sous signe officiel de qualité pourrait s'avérer contre-productive si l'objectif affiché n'est pas raisonnable et réaliste. Cette obligation pourrait
en effet, paradoxalement, favoriser l'importation de produits que nos filières locales ne seraient pas en capacité de fournir. C'est particulièrement vrai pour le bio, et c'est pour cela que nous proposons que les seuils de ces produits puissent être adaptés pour tenir compte des réalités en termes de production locale. À noter par ailleurs, et c'est intéressant, que si l'objectif est louable, rien n'est prévu pour accompagner la montée en qualité des repas et, de fait, pour compenser les surcoûts que devront supporter les collectivités en charge de la restauration collective, ou à défaut les familles, ce qui, vous en conviendrez, serait malvenu dans la période. Enfin, la référence de l'alinéa 3 de l'article 11 au coût de cycle de vie des produits pourrait elle aussi s'avérer contre-productive. Cela pourrait par exemple pénaliser des viandes issues de cycles de production longs, de cycles de production extensifs et qui sont de fait les plus vertueux, ceci au profit de viandes d'importation mais issues de systèmes industriels et plus intensifs. Monsieur le ministre, en résumé, le projet de loi tel qu'il nous est proposé en seconde lecture n'est pas satisfaisant et ne va pas assez loin pour espérer atteindre l'objectif affiché et partagé de mieux répartir les marges et surtout, ne le perdons pas de l'esprit, d'améliorer le revenu des agriculteurs. Si l'Assemblée devait l'adopter en état, il susciterait immanquablement et légitimement la déception du monde agricole qui a pu nourrir l'espoir que les choses pouvaient évoluer dans le bon sens. Nous prendrions alors le risque d'accoucher d'un texte qui n'aurait pas d'utilité, pas d'impact direct sur l'économie de nos exploitations agricoles, sinon à rajouter des contraintes et des surcoûts que nos agriculteurs ne peuvent plus comprendre ni accepter si elles ne se traduisent pas par des contreparties au niveau de leurs revenus. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je suis au regret de vous dire que c'est la déception qui l'emporte. Et je vous invite à retrouver l'esprit qui avait prévalu lors du premier examen en séance. Je crois pouvoir dire que tout au long du processus d'élaboration de ce texte, les députés de notre groupe Les Républicains, avec d'autres sur d'autres bancs, se sont efforcés de vous accompagner pour que ce projet de loi puisse répondre à l'ambition affichée à l'issue des États généraux de l'alimentation. Nous avons, à l'occasion de la première lecture, porté des propositions constructives, de bon sens, qui ont permis d'amender ce texte, jusqu'à ce que vous décidiez, pour une raison qui nous échappe, à l'occasion de la CMP, de balayer d'un revers de main ce travail et, de fait, de vider le texte de sa substance. Nous ne pouvons pas accepter que ce projet de loi s'éloigne à ce point de son ambition initiale et condamne les agriculteurs à rester la variable d'ajustement des négociations commerciales. C'est la raison pour laquelle nous demandons son renvoi en commission, en vous assurant, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, que nous sommes prêts à reprendre les discussions avec vous dans le même esprit constructif qu'en première lecture, pour lui redonner du sens. Dans le cas contraire, les relations commerciales resteront déséquilibrées et les centrales d'achat qui ont fait le choix de se concentrer, de se regrouper pendant que nous débattions, continueront à faire la loi, alors que notre loi, celle qui devrait prévaloir, ne suffira pas à protéger les intérêts de nos agriculteurs. Je vous